Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat-divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Vincent a tort, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Cela ne vous aura pas échappé, je ne suis pas Mythe la Mythe, mais j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai aussi que ça à foutre. Et cette semaine, nous recevons un invité exceptionnel, un invité incroyable, du jamais vu dans cette émission. Et pourtant vous en avez vu et entendu dans cette émission. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège, que dis-je, de recevoir le grand, le seul, l'immense Mythe la Mythe. Mythe la Mythe, présente-toi aux auditeurs. Salut tout le monde, je suis Mythe la Mythe. Vous savez que moi-même j'ai beaucoup de choses à dire et que ça à foutre. D'habitude je présente un podcast qui sort toutes les 2 semaines, qui s'appelle Hot Takes et Slow Burn, qui a été piraté par Vincent ici présent, puisque cette semaine, ce n'est pas moi, mais Vincent, qui va nous présenter une hot take sur le monde merveilleux des jeux vidéo. Voilà, viva la révolution, nous avons renversé le régime, la coalition a pris le pouvoir, Mythe la Mythe n'est plus que l'invité cette semaine, et cette semaine c'est lui qui va subir notre hot take. Parce que c'est notre hot take. Voilà, bon, c'est peut-être pas la vôtre, mais en tout cas c'est la mienne, et je l'assume, je la porterai jusqu'au bout, monsieur la Mythe, jusqu'au bout. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que la hot take c'est toi ? C'est une excellente question, mais cette fois-ci, on vous a déjà fait le coup au 1er avril, promis. En revanche, la seule petite bizarrerie de l'épisode, c'est qu'on a renversé les rôles. On a été un peu jusqu'au bout de l'iconographie, mais il y aura une véritable hot take, une véritable discussion de fond sur le jeu vidéo. Vous pouvez nous faire confiance. Mythe la Mythe, de fait. Connais-tu, mon bon ami, l'Eurojank ? Alors je connais l'Eurodance. C'est un bon début. Pas seulement parce que ça a été repopularisé par Initial D, mais parce que j'ai vécu dans les années 90. Toi et moi, brother, toi et moi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas musical. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une espèce de terme un peu parapluie sous lequel on va mettre toute une palanquée de jeux vidéo un petit peu boiteux, un petit peu cassés, supposément développés en Europe par des studios qui veulent aller un peu au-dessus de leurs moyens, sous lesquels on va retrouver des jeux comme Gothic, ou comme certains diraient Stalker également. On pourrait y ranger tous les projets ou presque de CD Projekt Red, jusqu'à The Witcher 3, et plus récemment le roi de l'Eurojank, plus janky que le jank lui-même, j'ai nommé Cyberpunk 2077. Alors certains y rajoutent également les Mountain Blade, Arma, Metro 2033. Bref, on a affaire à un spectre très large de jeux et à une définition très vague également, parce qu'on ne parle pas d'un mouvement, mais on parle plus d'une espèce de définition donnée par les utilisateurs. Est-ce que ce mouvement-là, ça te parle ? Est-ce que, dans ces jeux européens un peu trop grandiloquents pour les moyens qu'ils ont à mettre en place, tu identifies déjà quelques jeux auxquels tu aurais pu avoir joué, toi-même ? Alors, tu es parfaitement tombé, puisqu'il se trouve que, personnellement, j'ai passé un très grand nombre d'heures sur ce petit chef-d'œuvre du RPG vu du dessus, qui est Pathfinder Kingmaker. Raconte-moi un petit peu Pathfinder Kingmaker, du coup. Alors, tu vois Baldur's Gate. Je vois Baldur's Gate. De loin, ça n'a pas été ma spécialité à l'époque, mais je vois de quoi on parle. Donc un RPG où on crée un personnage suivant des règles de jeu de rôle. Alors dans Baldur's Gate, c'était les règles de Donjons et Dragons. Dans Pathfinder Kingmaker, comme son nom l'indique, les règles de Pathfinder. C'est fou ça quand même. Incroyable.
Et ensuite, on vit une aventure, on rencontre des compagnons, on peut avoir un groupe de 6 personnages, on gagne des niveaux, on tue des méchants, il y a des options de dialogue qui vont orienter le déroulement de l'histoire, et, et puis on a toutes les interactions avec les autres personnages du groupe qui ont leurs propres histoires personnelles dans lesquelles on peut les aider ou pas, il y a des amitiés très fortes, des options de romance, tout ça supporté par un système de jeu à pause active où les tours s'enchaînent automatiquement et où on peut appuyer sur la barre d'espace pour mettre le jeu en pause, donner des ordres à ses personnages et refaire lancer le jeu, qui était vraiment la signature de Baldur's Gate, qui a été repris ensuite dans plein de successeurs et de descendants spirituels, à ceci près que Pathfinder Kingmaker a cette petite particularité qu'elle reprend une campagne de Pathfinder qui avait été publiée auparavant et dans laquelle on prend le contrôle d'une petite région que l'on va étendre petit à petit jusqu'à devenir soi-même roi ou reine. Ce qui fait que on passe la moitié du temps à jouer à Baldur's Gate et la moitié du temps à jouer au pire SimCity de l'histoire des simulateurs de ville. Ah, et donc, ça, c'est ce qui apporte le jank à notre Eurogame, du coup, si je comprends bien. Alors, ça apporte beaucoup de jank, même si la partie RPG en anglais, on dirait un peu rough around the edges, où on peut avoir du bug par-ci, des problèmes de clipping par-là, des bugs graphiques bizarres, des interactions entre événements scriptés et effets aléatoires sur les personnages qui rendent pas bien. Donc du jank technique, mais aussi du jank de game design avec toute cette gestion de son royaume qui, pour le dire poliment, ne m'a pas beaucoup intéressé. Alors, c'est amusant que tu amènes ce jeu-là à la table, parce que tu dévies un petit peu de ce qui pourrait être, entre guillemets, considéré comme plus ou moins la formule consacrée. Quand tu te renseignes un petit peu sur ce sous-genre, qui est censé être l'Eurojank, tu retrouves une sorte de roadmap, un petit cahier des charges en quelque sorte, qu'on parle du coup de The Witcher, de Cyberpunk, qu'on parle éventuellement de Biomutant aussi, un jeu fort sympathique du groupe moyen, pour reprendre une formule utilisée par mon prof de maths de collège à mon sujet. Je vous laisse une seconde pour réfléchir là-dessus, ça fait toujours plaisir. Si tu nous regardes. Absolument. Qui que tu sois, je me souviens. Est-ce que je me souviendrai de son nom? Je ne crois pas, pas aujourd'hui en tout cas. Bref, le sujet n'étant pas tellement cette histoire de prof de maths et d'appréciation sur ma personnalité, mais qu'est-ce que les gens rentrent dans l'Eurojank, comment on l'écrit, quels sont les milestones? Très régulièrement, on va trouver des open world. Déjà, dans un premier temps, parce que ça va être un peu la signature du truc, vraiment trop complexe à faire pour un studio qui a ni l'expérience, ni le budget, entre guillemets. C'est vraiment, en broad strokes, open world, tu as déjà une des grosses signatures de ce fan genre, entre guillemets. Donc ensuite, tu vas avoir un open world saturé d'objectifs, comme aime bien nous les sortir Ubisoft, Ubisoft qui sera pas le dernier d'ailleurs. Si on doit en citer, je pense que les Far Cry peuvent gentiment rentrer également avec toute la série Assassin's Creed dans cette catégorie, même si eux tendent vers le AAA. Ils ont pas mal participé à codifier notre petit genre du jour. Donc les objectifs à répétition qui viennent saturer la map de petits pointeurs à droite et à gauche. Oh tiens, regarde ici, il faut attraper un lapin. Par là-bas, faut prendre une tour. Là, tu dois récupérer un fragment de map. Ici, libérer un camp. Enfin bref. Une espèce de formule à vraiment repiquer un petit peu à Ubisoft qui s'est développé sur pas mal de jeux du genre. Et je m'étais fait cette réflexion d'ailleurs, cette réflexion qui serait intéressant de parler au Eurojank en jouant récemment à un jeu. Et figure-toi que c'est très amusant parce que depuis,
je suis incapable de me souvenir de quel jeu m'a amené à cette réflexion. Je l'ai fait en entier en me disant c'est pas terrible, mais pourtant je passe pas un mauvais moment. Et là tout de suite maintenant que j'essaye de me dire mais qu'est-ce que ça pouvait bien être que ce jeu il y a à peine 1 mois et demi, et bah tu vois j'en ai déjà oublié ne serait-ce que la nature. Et ça fait partie je pense un petit peu aussi de la problématique de ces jeux. C'est-à-dire qu'à reprendre cette formule un peu prémâchée, copier-coller, ils en perdent plus ou moins en substance. C'est-à-dire qu'on finit par oublier vraiment, bah, ce qui nous a occupés pendant plusieurs heures, dilué dans une espèce de formule un peu bouillie, un peu sale, parsemée de bugs, d'artefacts techniques pas propres, de sous-systèmes de jeu qui marchent pas forcément aussi bien qu'on le voudrait. Ça y est, ça me C'est revient. C'était Dying Light 2. Donc du coup, la série maintenant, Dying Light, hein, fait largement partie de ce type de jeu. Alors, vraiment, ça peut aller d'un objectif inatteignable sur une mission parce que le code de jeu supporte pas telle ou telle chose avant le 5e ou 8e patch. Ça peut aller de la disparition du personnage à travers la map parce que oh bah, n'avez pas fait gaffe, il y a un trou ici. C'est rigolo, non? désolé chef, j'ai glissé. Disparition totale des hordes d'ennemis comme ça pendant 1 heure ou 2 de jeu sans qu'on sache vraiment pourquoi. Des bugs assez difficiles à reproduire, parfois complètement mystérieux, à la portée complètement aléatoire. Mais l'air de rien, tant que t'es dedans, un espèce de petit charme qui peut te porter, qui peut te pousser à aller plus loin que ce que t'aurais pensé faire en réalité. Ouais, je vois. Dying Light 2, c'était ce jeu dont la promotion validée par l'éditeur était de dire que si tu voulais le faire à 100%, il fallait plus de 500 heures, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. L'argument commercial, c'était on a voulu faire beaucoup trop de choses et vous allez voir que ça va vous prendre beaucoup trop de temps pour les faire. Mais beaucoup trop de choses, ça veut pas forcément dire que les devs vont réussir à bien les faire. C'est là que le jank intervient généralement. Une volonté de trop donner, mais sans la connaissance technique ni les moyens de l'apporter correctement. Et du coup, la question se pose, est-ce que c'est 500 heures parce qu'il y a beaucoup de contenu, ou est-ce que c'est 500 heures parce que le contenu est caché derrière des bugs? Alors je te dirais que dans le cas précis, de Dying Light 2, alors je vais pas le citer complètement, mais je vais me baser sur ce que j'avais vu chez Gotoz, qui en parlait et qui expliquait que 500 heures, oui, mais pas 500 heures pour une partie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de te dire pour Dying Light 2 qu'il y a 500 heures de contenu dans une partie lancée du début à sa fin, mais que c'est 500 heures de jeu si tu veux voir l'intégralité de ce que le jeu peut te laisser faire, y compris refaire des choix, reprendre un cheminement différent, leveler ton perso de manière différente, t'allier à différentes factions, enfin, les 500 heures de jeu de Dying Light 2, c'est-à-dire que une exagération formidable, hein. On n'y est pas. Il est long, il est très long, surtout si tu veux faire tout le contenu proposé dans une partie, mais 500 heures, non, tu n'y seras pas, clairement pas. Je suis un peu déçu. Ou alors tu es un psychopathe forcené. Et il parle de quoi, ce jeu? Alors, Dying Light 2 est un jeu à la première personne en open world qui te met en place dans une petite ville en ruine suite à l'invasion zombie, on va le dire comme ça, hein. Un premier virus a frappé dans le jeu Dying Light. Des scientifiques ont décrété qu'ils pouvaient probablement trouver comment dire, des soins, enfin ah, Traitement? des traitements, merci, à ce virus, ont décidé d'expérimenter donc sur le dit virus et on finit par laisser s'échapper un variant plus fort encore qui a infecté la population de cette fois-ci quasiment l'intégralité de la planète. Ce qui fait que certaines villes un peu plus fortifiées que d'autres
parviennent à résister plus ou moins. La journée, les zombies sont à l'intérieur de certains bâtiments désaffectés. Les survivants, eux, vivent retranchés dans des espèces de bâtiments communautaires, vraiment réintégrés, refaits, entre guillemets, retapés pour survivre aux vicissitudes de la vie sous zombie, dirons-nous, et notamment lardés de lampes à UV qui sont le point faible de ces zombies. Et toi, tu es venu pour trouver ta sœur dans cette ville, parce que tu as été séparé de ta sœur. Donc tout le jeu, tu vas le passer à courir après un grand méchant qui supposément a enlevé ta sœur et qui doit savoir où elle se trouve. Tout en faisant du parcours, en tapant des zombies et en voyant si tu t'alignes avec les habitants de la ville, on pourrait appeler les rebelles éventuellement en termes de faction, si tu t'allies avec les pseudo-militaires, l'espèce de force de police, ancien militaire qui essaye de réglementer un peu la vie locale, ou éventuellement avec une troisième faction qui apparaît bien plus tard dans le jeu et qui est de très loin la plus dangereuse des trois. Les zombies. Non. Alors pour le coup, vraiment, encore une fois, d'anciens militaires, mais eux véritablement, genre survivalistes à 400%. Ah, je vois. Et donc, est-ce que c'est un jeu dont le développement a commencé avant 2020 ? You better bet so. Il y a de fortes chances, effectivement. Je ne te cache pas que j'ai pas forcément l'information là tout de suite sous les yeux, donc on va se donner 2 petites secondes Bien pour sûr. le vérifier. Parce que bon, un jeu avec un virus qui manque de décimer la population, et puis après il y a des scientifiques qui cherchent un traitement à Marseille avec une barbe bizarre et des cheveux longs, et après il y a un variant plus fort. Je vais pas dire que ça me rappelle quelque chose, mais disons que c'est pas dans l'air du temps. Apparemment, il a été annoncé à l'E3 2018, donc je te dirais que ça fait quand même... ouais. Ça fait partie de ces quelques œuvres qui ont tapé un peu trop juste à l'époque de leur sortie, on va dire. Est-ce qu'il y a Renault avec un fusil dedans ? Il n'y a pas Renault avec un fusil, mais tu pourras sûrement y trouver une approximation. Ce qui n'en reste pas moins, c'est que ce jeu est complètement cassé de part et d'autre. Alors, certains moments sont extrêmement difficiles pour aucune bonne raison, d'autres sont beaucoup trop faciles. Certaines choses ne fonctionnent tout simplement pas, certains objectifs se déclenchent pas quand tu rentres sur les lieux qui devraient donner normalement le flag qui lance une suite d'événements, certaines quêtes sont impossibles à finir, certains marqueurs n'apparaissent pas sur la map, certains sous-systèmes sont complètement à la ramasse, le jeu est pas clair dans ses intentions vis-à-vis du farming non plus, sur certains points, des choses qui sembleraient être rares vont se trouver de manière extrêmement simple, certaines choses qui devraient être extrêmement disponibles vont se trouver de manière très compliquée, au final, les interactions avec les PNJ sont également pas toujours bien claires. Le jeu se met à bugger après. Alors, moi qui fais des grosses sessions de jeu, ça c'est surtout ça. Moi, c'est personnel. Mais du coup, ce qui m'arrive, c'est qu'au bout de 3 heures de jeu, les modèles des personnages se mettaient à planter. Le jeu continuait de tourner, mais les personnages dans les cinématiques restaient en T-pose à un emplacement précis. Ah, c'est du génie, ça. Et sachant que du coup, si le perso tenait une lampe et était censé éclairer la scène, il restait en T-pose avec sa lampe dans un coin et toi tu te démerdais dans le noir. Et tout le reste continuait de se faire. Si le perso ouvrait une porte, la porte s'ouvrait toute seule, tout ce que tu veux, mais le reste non. J'ai eu toute une scène de discussion avec un mafieux qui était censé m'intimider, où il aurait dû avoir normalement vraiment un jeu de regard. J'ai revu la scène sur YouTube par la suite, où vraiment le mec s'avance vers toi, vers la caméra quand il te parle, sauf qu'il était en T-pose, genre vraiment planté en T-pose dans la table. Et pas en T-pose face à toi, en T-pose de travers par rapport à toi. Ça a un côté intimidant aussi. Moi, un mec me menace dans ces conditions-là, je suis pas bien. Hein. Alors ouais, mais je suis pas bien, mais pas pour les bonnes raisons, en fait. Mais ce qui est étonnant, quand on prend 5 minutes pour y réfléchir, c'est que ce genre de jeu vraiment 6 sur 10, typiquement pas terrible, c'est pas le genre de jeu auquel on a envie de donner
auxquels on a envie de donner 45-50 heures de jeu. Et pourtant, leur charme, quelque chose dans la façon dont ils ont été développés et amenés sur le terrain, fait qu'on a envie d'y rester. Fait qu'on a quand même envie d'aller au fin mot de l'histoire. Alors certes, on ferait pas les 500 heures de Dying Light 2, on le referait pas 10 fois, probablement pas pour obtenir toutes les fins, toutes les alliances, tout le fin mot de l'histoire. Mais y donner une trentaine, une quarantaine d'heures pour voir vraiment la fin, prendre un peu plus de temps que raisonnable pour terminer un peu plus d'objectifs sur la carte que ce qu'on aurait fait en temps normal, c'est pas complètement déconnant en vérité. Ah oui, un autre, un autre point, généralement aussi, ces jeux-là aussi aiment beaucoup te parsemer la map de loot. Des jeux dans lesquels tu vas très facilement trouver des systèmes d'encombrement et d'inventaire qui se saturent, mais où le jeu va quand même continuer à te caguer de l'inventaire dans les mains sans que tu saches quoi en faire, hein. Alors 40 000 os d'animaux, 50 épées différentes, 60 armes qui vont se casser au fur et à mesure, quand elles se cassent, ce qui a au moins le mérite de les faire sortir de l'inventaire. Mais prends The Witcher par exemple, la course au loot est complètement stupide. Tu peux ramasser 50 fois les mêmes lettres à différents endroits, où tu vas trouver véritablement des vingtaines et des trentaines d'épées. Mais qui a besoin de tout ça en réalité? Moi je trouve ça assez hallucinant quand tu y réfléchis. Je comprends pas bien d'ailleurs cette course au loot dans ces jeux, truc qui m'a toujours plus ou moins Ah, laissé perplexe. je dirais que c'est le côté un peu la peur du vide d'une part, et d'autre part la grande tradition des hack and slash à la Diablo, où tu nages dans le loot et où c'est le but du jeu de nager dans le loot. Bah oui, soit, mais là on a des jeux scénarisés. Qu'on parle de Witcher, Cyberpunk, tous ceux-là sont coupables d'ailleurs de cet overloot absolu, Dying Light également, le 2 pareil. Mais c'est des jeux qui sont scénarisés, qui ont un point A, un point B, qui ont des missions annexes, alors qui pourraient se contenter d'avoir des récompenses extraordinaires sur les points les plus compliqués, mais qui du coup, non, t'en balancent au moindre petit coffre caché dans un coin de map obscur. Ce qui fait que la découverte d'une nouvelle arme, au final, est parfois plus un inconvénient qu'une véritable bonne surprise. D'autant que ce genre de choses, en général, s'accompagne d'un scaling, ce qui fait qu'en début de jeu, si tu trouves une arme légendaire, la Elle est garder toute sert pourrie. véritablement à rien parce qu'elle est pourrie, mais revient à ce point du début de jeu en étant vers la fin avec un niveau impressionnant, et là tu trouves la 8e merveille du monde alors que c'est la même merdouille que tu aurais trouvé en début de jeu. En bref, un système de loot qui fait vraiment généralement peu de sens, et, et voilà. C'est- ça nous fait quand même pas mal de signatures de de ce, de ce style-là. Du coup, Ouais, je ouais, je te vois. repose la même question qu'on s'est posée au début. Donc, on a admis, et j'admets effectivement, que Pathfinder peut être considéré comme Eurojank, mais est-ce que tu te vois maintenant avoir déjà joué à un jeu qui te semble avoir coché plus de cases de la définition, entre guillemets, du style? Alors là, tu me poses un petit peu une colle parce que je suis pas un grand consommateur de jeux en monde ouvert. Même si beaucoup de choses que tu m'as dites là ne sont pas sans me rappeler un certain The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui était aussi un jeu à monde ouvert avec du loot dans tous les sens, jusqu'à ne plus savoir qu'en faire, des armes qui cassent et qui encombrent ton inventaire. Donc Ah oui, mais non, non, la take n'ira pas dans ce sens-là. Bon, ah, cela étant dit, je peux te libérer de l'enfer de la take, et on peut s'y aventurer dès maintenant, si tu le souhaites. alors, on va s'y aventurer. Avant ça, ce que tu m'as dit sur le jeu qui cesse de fonctionner proprement au bout d'une séance de 3 heures, ça m'a rappelé en 2006 quand Oblivion, le 4e Elder Scroll, était sorti et que la version PlayStation enregistrait toute ta session de jeu sur la mémoire vive de la console, et que du coup ta console plantait à balle au bout de 2 heures de jeu. Et alors, c'est très très drôle, en tout cas pour moi, que tu ailles sur Oblivion. Parce que si on prend 5 minutes pour reprendre tous les traceurs,
qu'on a définies sur l'Eurojank. Les mondes ouverts, le système de boussole, le loot à outrance, les bugs, les PNJ qui se comportent sans qu'on sache trop pourquoi ni comment, les quêtes cassées. Au final, est-ce que le premier provider d'Eurojank n'aurait pas été Bethesda? Et donc finalement, l'origine de l'Eurojank serait américaine. Exactement. Est-ce que, alors il n'est pas impossible qu'on doive ça à nos amis américains, ces grands trendsetters qui auraient du coup préféré regarder chez leurs voisins les défauts des jeux qui étaient aussi applicables chez eux. C'est possible, mais ma take est là, c'est bien celle-ci. L'Eurojank, au final, c'est pas euro du tout. Oui, parce que je te cache pas que il y a plein de marqueurs qu'on va retrouver dans des jeux japonais, dans des jeux américains. Parce que là, on a parlé de Oblivion, un jeu auquel j'ai beaucoup joué sans jamais l'avoir fini. Voilà. Euh, En fait, la, tu peux même aller un tout petit peu plus loin, en réalité que ça. Tu peux aller plus loin. Je pense que si aujourd'hui on retrouve autant de traceurs de ce qui a fait, les problématiques, mais également le succès des jeux Bethesda dans des jeux européens, c'est probablement grâce au succès de Skyrim qui a donné aux autres des envies de l'émuler. Au succès des Skyrim, des Fallout à partir du 3, 4, New Vegas, enfin bref. Mais tous les jeux Bethesda que tu veux y mettre, mais qui ont vraiment lancé très très fort certains de ces traceurs et qui ont été repris. Mais quand on prend 5 minutes pour y réfléchir, qu'on les regarde tous et qu'on les remet au jour de cette information, vraiment que leur origine profonde c'est le jeu Bethesda, je trouve ça amusant quelque part qu'on continue d'appeler ce courant, ce pseudo-genre de l'Eurojank, quand en réalité c'est de l'US Jank, du Bethesda Jank, du Bethesda-jank. du Bethesda Lookalike. En tout cas, Oui. la claire conséquence du succès de certains jeux de chez Bethesda, au final. Ah oui, Et son fameux, le fameux It Just Works de It Todd Just Works. Howard, Ouais. qui quand même, si on prend même 2 minutes pour y réfléchir de plus, le It Just Works, vraiment la description même des jeux typés Eurojank. It Just Works. It Est-ce que Just c'est Works. pas quelque part leur plus grande qualité? Bah, moi, ce que je dirais, c'est que c'est des jeux qui ne cherchent pas à faire oublier qu'ils sont des jeux vidéo. Et parfois, ça fait du bien d'avoir un jeu qui assume d'être un jeu, qui n'essaye pas d'être un film, qui n'essaye pas d'être un game as a platform, qui n'essaye pas d'être la nouvelle définition de l'art avec un grand A, qui est un jeu, et voilà, et on y joue, et parfois les jeux ça casse, et parfois les jeux ça marche pas bien, et c'est pas grave parce que c'est des jeux. Donc je porterai ça à leur crédit. Est-ce que c'est fait par des Américains, les Just Cause? Just Cause. Excellente question, mais c'est du jank en tout cas, euro ou Ça pas. jank très très fort, les Just Cause, maintenant que j'y pense. Ça jank très très fort, on est vraiment dans le très gros monde ouvert. Alors on nous dit Avalanche Studio, société suédoise d'édition et de développement de jeux vidéo basée à Stockholm. Just Cause pourrait fort bien se revendiquer de Complètement. l'Eurojank ou être classé dans l'Eurojank. Généralement, c'est plus les joueurs qui classent les jeux sortis dans l'Eurojank que les développeurs qui s'en revendiquent, soyons honnêtes. Le terme n'est pas particulièrement flatteur, encore que dans les années à venir, va savoir comment ça pourrait avancer. Si les gens finissent par avouer leur penchant honteux pour les jeux un peu cassés, dire oui, effectivement, on aime l'Eurojank, sortir un peu du bois, va savoir dans 5 ans, 6 ans ce que feront les développeurs européens ou les développeurs qui sortent ces jeux-là. On ne sait pas. Peut-être s'en revendiqueront-ils. Peut-être qu'un jour, Todd Howard se fera virer de Bethesda et lancera un Kickstarter pour faire le prochain gros Eurojank. En attendant, il nous reste CD Projekt Red.
C'est vrai que c'est des bons fournisseurs aussi. Apporter AAA qui plus est. Hein. Alors oui, parce qu'on l'a pas dit, enfin je ne l'ai pas dit ouvertement au début, mais normalement, les jeux AAA ne sont pas censés rentrer dans la catégorie. On est censé rentrer dans des jeux qui sont pas complètement indépendants, mais qui ont pas le budget d'un AAA. Alors, techniquement, on ne devrait pas y coller les Witcher 3, hein, les Cyberpunk. Mais le résultat, je suis désolé, est beaucoup trop proche du reste de la mêlée pour qu'on s'en prive. À mon sens... Même les Assassin's Creed, hein, il y en a quelques Oui. qui sont quand même techniquement complètement éclatés au sol. Donc, ça, celui qui se passait à Paris pendant la Révolution, hein, qui avait mis à jour des bugs dignes des plus grands moments de Bethesda, dignes des plus beaux lancements de Fallout New Vegas. Un jeu qui a mis Jean-Luc Mélenchon en colère. Jean-Luc Mélenchon qui a récemment admis qu'il aimait beaucoup les jeux vidéo par ailleurs, ce que je trouve rigolo en soi. C'est pas tous les jours qu'un homme politique le fait. Pour une fois qu'on n'a pas quelqu'un qui tape là-dessus, on va se permettre de le noter. Voilà. Eh bien, donc oui, cette hot take qui fut un bon le scandale, hein, moi ça me plaît. Moi j'aime l'idée que voilà, les Anglais ont amené leur cultural junk sur le Nouveau Monde et ça nous revient en pleine figure 250 ans après. Ça me plaît. Voilà. Alors c'était peut-être pas amené de manière aussi à droite que quand tu laisses ta maestria mener la barre. J'espère en tout cas que cette émission vous aura plu de votre côté, que vous aurez trouvé ça un minimum rigolo à écouter, peut-être même qui sait intéressant. Allez savoir. N'hésitez pas à commenter l'épisode pour nous le dire, quoi qu'il en soit. Et Emile, je te rends la main pour la fin d'épisode. Eh bien, merci beaucoup Vincent. Donc je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu et qui est le meilleur podcast du monde dans la mesure du possible. Merci à Paul pour le montage. Merci Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à vous pour nous avoir écoutés. Lâchez-nous des étoiles, lâchez-nous des commentaires. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @takesburn. Envoyez des mails à hottakes.slowburn@gmail.com. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et puis merci pour cette belle hot take Vincent, merci pour cet épisode. Moi je me suis beaucoup amusé à le faire. Eh bien personnellement je me suis beaucoup amusé aussi. Merci de m'avoir permis de prendre la barre comme ça, de manière complètement impromptue. Désolé pour le caractère un peu improvisé de la chose. Je ne te cache pas qu'on en avait discuté, mais que j'ai pas nécessairement eu le temps de préparer autant que je l'aurais aimé. Mais voilà, on l'a fait. c'est quelque chose. Comme on disait quand j'étais au lycée, réviser c'est pour les faibles. Donc ça va être très bien. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, a priori présenté par moi. Et d'ici là, je suis toujours Myth. Et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Et n'oubliez pas d'aller payer vos impôts et de voter pour les législatives, c'est important. Des bisous.